nations de l'Europe entière ont fait tous leurs efforts pour tirer parti du phénomène de l'électricité, tant pour nos besoins que pour nos plaisirs. Jusqu'ici, on a beau imaginer d'en faire un spectacle pour les yeux. Le père de la Borne a tenté le premier d'en faire un objet des plaisirs de l'ouïe. En cet an de grâce 1761, écoutons l'auteur lui-même nous parler de son clavecin électrique. Une verge isolée sur des cordons de souhait porte des timbres de différentes grosseurs pour les différents tons. Il faut 2 timbres à l'unisson pour un seul ton. L'un est suspendu à la verge de fer par un fil d'archal et l'autre par un cordon de souhait. Cela étant ainsi, le timbre suspendu par un fil d'archal est électrifié par la verge de fer qui le porte. Et l'autre, qui est suspendu à cette verge par un cordon de souhait, est électrifié par l'autre verge de fer sur laquelle repose le petit levier. Aussitôt que le levier tombe sur la verge électrifiée, le battant s'arrête. Ainsi, chaque touche répondant à ce levier et chaque levier à son timbre, on peut jouer tous les airs comme sur un autre clavecin ou sur une orgue. Quand on touche le clavecin dans l'obscurité, il est à la fois oculaire et acoustique, puisque les yeux y sont agréablement surpris par des étincelles brillantes qui éclatent à chaque son et qui ressemblent à de petites étoiles errantes. Le jour doit venir où l'électricité sera à tout le monde, comme l'eau des fleuves, comme le vent du ciel. Il faudra non seulement la donner, mais la prodiguer. Laisser les hommes en disposer à leur guise, ainsi que de l'air qu'ils respirent. Dans chaque maison, il y aura de simples robinets à tourner pour qu'on ait à profusion la force, la chaleur, la lumière, aussi aisément qu'on a aujourd'hui l'eau de source. Et la nuit, dans le ciel noir, elle allumera un autre soleil qui ira éteindre les étoiles. Et elle supprimera l'hiver. Elle fera naître l'éternel été en réchauffant le vieux monde, en montant fondre la neige jusque dans les nuages. Demandez le Figaro, demandez le Figaro, le supplément littéraire, en ce lundi 15 août 1881, le palais de l'exposition électricité. Pas très commode à mesurer l'électricité. Je me contente de vous prévenir qu'on a forgé pour toutes ces mesures des mots étranges, composés grâce à l'amputation de noms de grands hommes, qu'on a cru flatter beaucoup en désarticulant ainsi leurs appellations patronymiques. On trouve le farad, le Weber, le volt, l'ohm, d'où dérivent les méga-ohms, les micro-farads, les milli-Weber. C'est grotesque, et cela ressemble à la langue des Kirghizes. À l'exposition, sans doute le signal de la bêtise humaine est l'accumulateur d'électricité, où vous pouvez faire une provision de tonnerre tout à fait sérieuse en temps d'orage. Il y a le canotage électrique, le tramway électrique, l'aéronef électrique et l'ascenseur électrique, qui combinent péniblement des engrenages et des crémaillères, lesquels de temps en temps se cassent en nous rompant les os ou en vous écrasant contre le plafond de la cage d'escalier. Cela s'est vu. On voit aussi à l'exposition la serre électrique. Voyez ces malheureux végétaux, cette pomme de terre convalescente, cette carotte défigurée par une fluxion, ce navet chlorotique et ce melon cul de jatte abandonné de toute la faculté. Eh bien, l'électricité, rien que la lumière électrique même, va peut-être rendre à ces intéressants légumes une santé qui importe à la nôtre. Je dis peut-être, car le petit hôpital qu'on a élevé pour eux sous le nom de serre dans la grande nef de l'exposition m'a paru ne contenir guère que des plantes cacochymes, rachitiques et grabateuses. Jamais la télégraphie n'a fait de progrès aussi rapides que depuis quelques années, surtout en France. Et on peut même parler de réseau de toiles d'araignée. On le voit bien à l'exposition. Aujourd'hui, les appareils de télégraphie sont devenus des plus compliqués.
c'est qu'on arrive à envoyer en même temps, sur un même fil, 6 dépêches au moins de Paris à Marseille, tandis qu'il en arrive 6 autres de Marseille à Paris. Il est vrai qu'il se produit quelquefois des méprises. C'est ainsi qu'on reçoit « Envoie mon cher 100 francs demain » pour « Envoie mon chien Franco demain ». Ou encore, une des erreurs qui a le plus surpris, « Père Ligier et moi arriverons demain » est devenu « Père Ligier et mort arriveront demain ». Après cet exemple de vitesse de transmission dans la télégraphie, l'électricité permet aussi l'unification de l'heure avec les horloges électriques, les chronographes électriques, et permet encore la téléphonie, la microphonie, le photophone, la transmission de la force, les appartements électriques, avec leurs escaliers montants, leurs lympanons, leurs sonneries, les billards électriques, le théâtre électrique, la fanfare adhère, le photostat héliochrome, une tumouche électrique, la galvanoplastie, le télétroscope, le pantéléphone ou encore l'électrophyloxéricide pour contrer les pucerons dans la vigne, l'intégromètre, les chaussures et les corsets électriques, le brachytotype pour conserver les viandes en temps de chaleur et d'orage, et les éleveuses hydromères. Voilà comment on fomente les révolutions, en réveillant gratuitement chez les masses des désirs qu'elles ne pourront pas assouvir. Demandez le Figaro, demandez le Figaro. À l'exposition universelle, le public rit des mots danger de mort écrits sur les pylônes. Il sait qu'elle guérit tout, l'électricité, même les névroses à la mode. Elle est le progrès, la poésie des humbles et des riches. Elle prodigue l'illumination, elle est le grand signal. Elle écrase, aussitôt né, l'acétylène. Le gaz abdique. La nuit, des phares balaient le champ de Mars. Le château d'eau ruisselle de couleurs cyclamènes. Ce ne sont que retombées vertes, jets d'orchidées, nénuphars de flammes, orchestration du feu liquide, débauche de volts et d'ampères. La Seine est violette, gorge de pigeons, sang de bœuf. L'électricité, c'est le fléau, c'est la religion de 1900. Comment vous sentez-vous à présent? Je pris le temps de réfléchir. Je me sens tout drôle. J'éprouve une impression singulière, comme si j'avais été 10. Un petit instrument fut apporté. Un fil électrique placé sous le pied de la table, un autre à l'oreille du questionneur. C'est desséché que vous avez voulu dire, dit simplement le docteur. C'est cela, m'écriai-je. Eh bien, jeune homme, reprit solennellement le savant, la vérité c'est que vous avez été desséché, comme vous dites en votre langage imparfait. Nous disons électrisé. Dégoûté de la vie vers la fin de janvier 1883, vous avez pris le parti de vous suicider. Le grand fondateur de notre admirable science, un obscur savant dans ce temps, Théophile Smith, vous a sauvé en vous électrisant. 40 ans plus tard, lorsqu'il livra au monde le résultat de ses merveilleuses découvertes, Smith a laissé votre corps par testament, avec le sien, à ses disciples. Nous avons fait revivre Smith, il y a 1 siècle et demi, vous, aujourd'hui. Nous avons expérimenté le procédé de Smith sur un spéculateur en terrain qui avait acheté à bas prix des marais dans l'espoir de les voir un jour se décupler de valeur. Notre homme ne voulait pas se donner la peine d'attendre. Il fut électrisé à mort et s'est réveillé 30 ans plus tard millionnaire. Cet exemple a lancé la nouvelle invention. Tous les spéculateurs malheureux, banquiers, joueurs à la baisse et à la hausse, etc., sont venus à nous comme à des sauveurs. Nous avons en ce moment plus de 3 millions de clients qui dorment du sommeil de la mort électrique. Ils se réveilleront un jour avec de grosses fortunes. New York est devenu le premier centre scientifique. J'entends la science appliquée aux affaires. Je me frottais les yeux, tout émerveillé de ces nouveautés. Cela vous étonne, continua le docteur.
Mais nous avons mieux. Faire des riches ne suffit pas. Nous avons trouvé le moyen de fabriquer le bon sens en gros et de le vendre au détail. Ah, et comment vous y prenez-vous? Rien de plus simple. Une machine électrique spéciale recueille en germe les idées qui flottent dans l'air. Cette matière rudimentaire ainsi préparée est mise en contact avec le grand sympathique de nos clients. C'est une des plus admirables inventions de l'année 1998, l'omniphone. Grâce à cette belle invention, la folie, l'idiotisme et la manie politique ont à peu près disparu de notre glorieuse Union américaine. Mon visage dut exprimer la plus grande surprise, car mon docteur me dit tout à coup d'un ton sérieux « N'admirez pas trop à la fois, vous vous fatigueriez. Auparavant, il faut prendre des forces. Nous vous donnerons tout à l'heure un peu de repos électrique, ce que les gens de l'âge de 1883, dans leur langage rudimentaire, appelaient du sommeil. Après quoi, nous vous ferons faire un tour dans notre bibliothèque scientifique, où vous trouverez 1,5 milliard de volumes à votre disposition. Deux petits instruments combinés, ophtalmolographe et mnémotype, vous transcriront en 5 minutes dans le cerveau le contenu de tous les livres à votre choix. Le procédé est infaillible, garanti 5 ans pour $5. Docteur, mais quels sont les gens qui achètent ainsi les idées et le sens commun au poids? Jeune homme, n'espérez pas pénétrer d'emblée le sens de découvertes qui ont demandé des siècles pour se produire. Comprenez que par l'usage des machines scientifiques, les cerveaux de tous les hommes sont égaux, du moins en fait de connaissance. Les grands hommes n'existent plus. Aussi, les hommes les plus utiles sont aujourd'hui les mécaniciens, les ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables de nous faire une vie plus scientifiquement agréable, plus confortable, qui peuvent en prolonger la durée. Et comment rend-on la justice chez vous? Il n'y a ni cour ni criminel. On n'a plus l'embarras de la propriété. Pensez que dans les années de disette, il n'y a qu'à électriser les pauvres gens pour les réveiller dans les années d'abondance. Quant aux criminels, l'absolue certitude d'être découvert les a fait tout à fait renoncer au crime. Est-il possible? Attendez. Le docteur tira un petit instrument de sa poche. Regardez là 1 minute. Bien. Lisez maintenant. Je lus ma pensée transcrite en entier. C'est faux. C'est impossible, m'écriai-je. Et pourquoi pas? Reprit doucement le docteur. De votre temps, le pauvre Edison, malgré ses idées arriérées et ses procédés enfantins, n'a-t-il pas fixé vos paroles? Pourquoi ne voulez-vous pas que nous puissions photographier vos pensées? Les enfants à l'école ont leur cerveau photographié chaque soir. On suit ainsi les progrès de leurs idées. On détruit les mauvaises et on les remplace par une infusion de bonnes. Nous n'avons plus ni avocat, ni juge, ni homme de loi, ni policeman et ni prison. Il me sembla qu'il me regardait, je devins tout pâle. Mais j'y pense, docteur. Avec toutes ces inventions comment dites-vous cela? Pourquoi ne pas me mettre en communication immédiate avec votre cerveau? J'y lirai toutes vos pensées et j'apprendrai une à une toutes les merveilles qui découlent de celles que vous venez de m'apprendre. Hélas, jeune homme, ici l'expression du savant devint profondément triste. Votre esprit serait noyé dans la masse de questions qui bouillonnent sous ce crâne. Je vous quitte, je suis pressée. Encore un mot, docteur. Quel est le secret de la vie humaine? Sans doute, le docteur n'était pas habitué aux questions. Sans me répondre, il se tourna vers Led, qui ne l'avait pas quitté. Il ne dit pas un mot, mais Led, me prenant sous les bras, me poussa dans un grand tube, semblable à un canon de fusil gigantesque. Une détonation formidable retentit. Je me retrouvais fusillé en arrière à l'année 1883 et retombais lourdement sur le toit de ma maison. Manque d'énergie, idées confuses, sombres pressentiments. Êtes-vous mécontent de vous-même? Avez-vous de violents maux de tête? Des douleurs intermittentes dans le dos? Vous levez-vous fatigué? Votre mémoire est-elle défectueuse? Êtes-vous oppressé, timide, irritable? Évitez-vous vos amis et la compagnie? N'avez-vous aucune confiance
donnera le vivifiant pouvoir de l'électricité pendant que vous dormez, dans chaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Après quelques jours d'usage, vous sentirez qu'une nouvelle vie vous a été donnée. C'est un appareil pour hommes et pour femmes. Ne vous droguez plus. Demandez l'électrovigueur qui assurera votre bonheur futur. Consultation gratuite chez le docteur B.T. McLaughlin, 14 boulevard Montmartre, Paris. Il y a un mois, pendant que l'appareil digestif de M. Joshua Electric Man faisait son office, le propriétaire de cet appareil ressentit dans la région du cœur une sorte de vague, de vide. Un vide tout à fait particulier. M. Electric Man, s'adressant à son scribographe, s'écria « Mais c'est qu'en vérité, j'ai totalement oublié de songer à perpétuer ma race. Il faut que je me marie. Que faire ?» Le scribographe répondit, avec sa voix bizarre où se mélangent les grincements acerbes des plumes d'oie et de fer et l'enrouement obscur d'un ventriloque indisposé. « Pressez boutons 4 et 8, interrompre courant, revenir à bouton 4, pianoter sur pédale 3603, adapter radiomètre, pressez 6, 29, 33, la voie est libre. » Ce fut pendant 10 minutes, une infernale manœuvre. Il s'agissait de combiner, d'embrancher les uns sur les autres le vultugraphe, le phonographe, le téléphone, le colorofix, le poétogène, le scribographe, le médicophère, le ricoluphile et une infinité d'autres inventions du merveilleux monsieur Electric Man. Un quart d'heure après, sans avoir quitté son cabinet, Electric Man savait la couleur des cheveux, les noms et prénoms, le son de la voix, le poids, le nombre de pulsations, les goûts, l'état sanitaire, les talents, l'âge, la force, les tendances, la résistance morale et les aspirations, la pointure, le tour de taille, le savoir, l'odeur de toutes les filles ou femmes non mariées des 5 parties du monde qui rêvaient déjà les délices d'une union avec un homme aussi pratique que lui. Ces annonces demandaient une femme pour le fameux inventeur des États-Unis et se terminaient uniformément par « pas de dos rond ». La femme demandée a été trouvée et épousée avant-hier. En 3 heures, ça a été une affaire bâclée. On s'est mariés, bien entendu, au télégraphe. L'épouse habite le Groenland. Et le soir. Mais là est le hic. Electric Man n'a pas le temps d'aller chercher sa femme au Groenland. Et ce n'est que dans un semestre que les parents de la jeune fille pensent pouvoir en faire livraison. Ah, si l'aérovéloce, c'est-à-dire le ballon express de Joshua, était achevé, ça irait comme sur des roulettes. Mais voilà, l'aérovéloce n'a pas été inventé. On dit tout bas aux États-Unis que Joshua Electric Man se regardera comme déshonoré et qu'il exécutera un suicide par volatilisation s'il n'arrive pas à inventer un appareil indispensable aux gens de science et qui est baptisé déjà dans son esprit sous le nom de l'amour à distance au phone. L'électricité est devenue la bonne à tout faire du genre humain. Les questions embarrassantes se résolvent maintenant par l'électricité. Ça vous donne d'abord l'air énormément savant et ensuite, ça coupe court à tout. Quand un interlocuteur vous rase avec ses « Oh, mais comment faire? Par quel moyen ?» lancé au hasard par l'électricité, il s'en va content. On a adopté la guillotine parce que l'on a vu que l'on ne pouvait trouver un moyen plus efficace de mettre à mort le patient sans lui infliger de douleur inutile. Il est donc clair que si l'électricité fournit un moyen moins douloureux de procéder aux exécutions à mort, le gouvernement américain doit, pour rester fidèle à l'esprit d'humanité qui est inscrit dans les codes, en décréter l'application.
il paraît que la viande des animaux de boucherie tués par un choc électrique acquerrait des qualités qui en augmenteraient la valeur. Elle serait plus tendre, plus blanche et plus facile à conserver. La raison de cette supériorité résulterait d'un fait physiologique commun à tous les vertébrés. Le sang d'un animal foudroyé, conservant sa fluidité, on pourrait le saigner à blanc une fois que la vie serait éteinte, et écarter ainsi le principal élément de corruption. Edison a fait récemment dans son usine du New Jersey une expérience curieuse. Il voulait tuer un chien en le forçant de boire dans un seau mis en communication avec un pôle d'une dynamo. Le chien refusa et se débattit. Mais comme il plongea une patte dans l'eau fatale, il tomba raide mort. Un directeur du Chicago Tribune demanda au grand inventeur combien, à son avis, il fallait de temps pour tuer un homme. Edison répondit qu'avec un courant tel que ceux qu'on emploie pour entretenir les lampes, il se ferait fort de tuer un régiment dans la millième partie d'une seconde. Dans une matière si nouvelle et si délicate, la législature de l'État de New York n'a pas voulu lier les mains de l'administration. Le projet de loi se contente de poser les principaux généraux. Il décide que le courant sera appliqué à la tête du condamné et dirigé de manière à suivre le trajet de la colonne vertébrale. Mais il ne dit pas si l'on aura recours à un courant continu ou à un courant interrompu. Donnera-t-on la mort au condamné à l'aide du courant qui est utilisé tous les soirs pour éclairer la prison? Fera-t-on un instrument de supplice du flux électrique qui répand partout des torrents de clarté? Au contraire, ce qui paraît plus décent, consacrera-t-on à cet usage funèbre un courant spécial qu'on ne mettra en action que dans ce but triste, mais considéré comme indispensable puisque le maintien de la peine de mort semble une nécessité? Afin de prendre un parti décisif, le gouvernement de l'État de New York a décidé que les expériences seraient faites sur les chiens enfermés dans la fourrière, qui seront détruits à l'aide de l'électricité et par un procédé analogue à celui que le projet de loi a imposé pour les êtres humains condamnés au dernier supplice. L'homme n'est plus l'humble insecte, timide, effaré, sans défense devant le déchaînement des forces brutales de la nature. Les rôles sont inversés. C'est à la nature, domptée aujourd'hui, de se plier sous la volonté réfléchie de l'homme. C'est la conquête définitive de l'électricité, du moteur mystérieux des mondes. L'électricité, la grande esclave, a été saisie, enchaînée et domptée. C'est elle maintenant qui va, humble et soumise, et qui peine pour lui, l'homme son maître, cette lourde créature jadis ridiculement attachée au sol comme un insecte incomplet. Mais avec elle, il faut veiller, toujours veiller, car la moindre erreur, la plus petite négligence ou inattention peut lui fournir l'occasion, qu'elle ne laissera pas échapper, d'une sournoise attaque, ou même d'un de ces brusques réveils qui font éclater les catastrophes. Actionnées par l'électricité, les machines désormais faisaient presque toute la besogne. C'était la machine enfin amie, non plus la machine des débuts, concurrente, qui aggravait la faim de l'ouvrier en faisant baisser les salaires, mais la machine libératrice, devenue l'universel outil, peinant pour l'homme pendant qu'il se reposait. Grâce à elle, l'homme achevait de conquérir la nature, d'en faire sa dépendance et son paradis. Et de quelle prodigieuse richesse elle le comblait. Une abondance toujours croissante des fleurs et des fruits de la terre, un luxe de plus en plus grand des objets manufacturés, chaque citoyen regorgeant de tous les biens, vivant en prince de ses quelques heures de travail, lui que la faim étranglait autrefois après d'abominables corvées de 10 heures. Et quel admirable essor ce travail si réduit, d'un effort si léger, avait donné aux études des savants, aux œuvres des artistes,
en ouvrant le champ de l'intelligence à tous, en libérant tant d'heures des basses et grossières besognes. Les grandes intelligences cessaient d'être l'exception rare. Les producteurs de génie se levaient en foule. La beauté élargie. Des légions d'artistes se levaient. Il naissait un artiste en chaque ouvrier industriel. La musique était la voix même du peuple heureux, dont la continuelle harmonie baignait les théâtres, les ateliers, les maisons, les rues. Des architectes bâtissaient pour le peuple des palais immenses et superbes faits à son image. Et surtout, des écrivains donnaient à ce peuple innombrable, à la nation entière qui les lisait, des œuvres fortes, puissantes, vastes, nées d'elles-mêmes et faites pour elles. Des poèmes où débordait la vie de tous, que tous avaient aidé à faire de leur sang et qui retournaient au cœur de tous. Le spectre penché vers moi me regardait, me parlait. Vous voyez? Vous voyez le Brice? Le Brice, c'est bien vrai? Oui. Oui, dis-je en reconnaissant la voix du docteur Prosopé. Je vois un spectacle inimaginable à travers mes paupières et les toiles du pansement. Vous êtes sûr? Dites-moi ce que vous percevez. Je le lui dis. Imaginez une forme humaine constituée par l'enchevêtrement d'une quantité de fils plus ou moins gros, une sorte de résille incandescente brûlant d'un feu violet et reproduisant l'apparence légère et anatomique d'un de nos semblables. On dirait un homme construit comme une racine d'arbre lumineuse, un homme branchu, dont le cerveau fait dans ma nuit un bloc de lumière duveteuse. Mais, de grâce, expliquez-moi, implorai-je. Le Brice. Je voudrais sur toute chose être clair. Vous savez, le Brice, que l'œil est relié au cerveau par le nerf optique, lequel transmet au cerveau les impressions lumineuses que l'œil a reçues. Toute excitation du nerf optique se traduit donc, pour un individu, en sensations lumineuses d'images, de couleurs, d'ombre et de clarté. Supprimez l'œil. Excitez le nerf directement, plus d'images hélas, mais seulement des luminosités confuses, à peine expressives, qui ne révèlent presque rien du monde extérieur. Mais si, à la place de l'œil, j'installe un autre organe, et que je mette cet organe en communication avec le nerf optique. Si, par exemple, je relie votre oreille au nerf optique au lieu de la laisser en rapport avec le nerf auditif, qu'arrivera-t-il? Ceci. Votre oreille continuera à enregistrer des sons, mais ces sons, vous les percevrez sous une forme lumineuse. Vous verrez le son. Vous n'entendrez plus. Vous le verrez. Artificiellement, tout est visible pour peu que le nerf optique soit relié à l'organe voulu. Dites-moi, le Brice, celui-là qui doterait l'humanité d'un sixième sens, celui-là qui adapterait au nerf optique un nouvel organe, sensible à des vibrations encore inaperçues, encore imperçues, par aucun autre nerf. Comment le qualifier? Le Brice. J'ai remplacé vos yeux par des appareils qui saisissent, comme l'oreille saisit le son, comme l'œil saisit la lumière visible. Moi, je ne devine la présence de cet élément qu'au bruit du tonnerre ou de l'étincelle, à la vue de la foudre, à l'odeur de l'ozone, au spectacle de machines qui tournent et d'ampoules qui brillent. Mais vous, le Brice, partout où elle est, vous voyez l'électricité. J'ai remplacé vos yeux par des façons d'électroscopes très perfectionnées. Ils perçoivent du monde l'aspect électrique. Ils n'en perçoivent pas d'autre.
Et naturellement, votre nerf optique vous traduit cet aspect sous forme de luminosité. Vous êtes le premier, le Brice. Le premier homme qui ait soulevé le 6e voile de la nature. Le docteur Prosopé se tut. Après avoir prononcé d'un ton orgueilleux cette phrase emphatique, sa victoire le transportait. Je voyais son système nerveux se moirer de luminescence. Moi, je restais confondue. Cet homme m'avait rabaissé au rang des cobayes. S'il s'était servi d'un être humain au lieu d'un animal, c'est uniquement parce qu'il avait besoin que son patient lui fît part de ses impressions. « Vous ne dites rien ?» reprit Prosopé. « J'aurais mieux aimé voir, » lui dis-je avec humeur. « Revoir comme avant. Puisque vous êtes capable d'inventer des yeux extraordinaires, ce serait un jeu pour vous de fabriquer des yeux ordinaires, de reproduire la nature, de rendre aux aveugles la faculté qui leur manque si cruellement. C'est une conception étroite et égoïste, un point de vue mesquin. Pouvez-vous comparer la guérison d'un infirme, un raccommodage, à l'extension de la puissance humaine? Nous ne sommes pas des rebouteux, nous sommes les pionniers de la plus grande humanité. Un jour peut-être, nos successeurs parviendront-ils à créer l'œil complet, l'œil enfin qui donnera du monde la vision intégrale? Quelle beauté! Quand je vous aurais dit que, grâce à vous, le premier pas vient d'être fait dans cette voie éblouissante. Quand j'aurais ajouté que la science actuelle tente à considérer l'électricité comme étant la matière même, le principe de tout, le Brice, ne serez-vous pas fier de votre mission? Je tremblais de colère. L'autre se mit à rire, ce qui donnait à sa nervure un aspect d'encens. Et ce qui était intéressant, c'est que les électroscopes ne m'empêchaient pas de pleurer. C'était une campagne très spéciale, car les champs étaient traversés par plusieurs rangs de pylônes immenses, reliés entre eux par des gros fils. Toute l'électricité produite par la centrale nucléaire passait dans ces fils. D'abord très concentrés au milieu des champs, tellement qu'il semblait que c'était comme ça à l'infini, les rangs de pylônes s'écartaient les uns des autres, puis finissaient par se disperser dans la campagne. On savait l'utilité de tous ces pylônes, de tous ces fils, mais c'était quand même difficile d'imaginer qu'au bout de tout ça, il suffisait à un gars, même à un imbécile, d'appuyer sur un bouton pour avoir la lumière. Nue, étincelante et parée. Ah, je ne vivrai plus que la nuit pour le plaisir d'être servie par elle. Soudaine, élégante, fière, magnétique. C'est une domestique qui a le caractère d'une princesse. Ses origines sont des plus nobles et elle ne dégénère jamais. On me dit qu'elle me sert comme elle sert tout le monde. C'est une prostituée, mais que m'importe, puisque jamais elle ne perd rien de sa distinction. Disposant dans son appartement d'une telle ressource, d'un tel empressement à servir et d'une telle discrétion à la fois, comment ne voudrait-on pas la soumettre à 1000 épreuves, inventer 1000 jouets, 1000 instruments à lui offrir? Songeant à cela, je fixais stupidement mon ampoule, dont l'impassibilité brusquement me saisit. Je craignis aussitôt de m'être laissé entraîner à quelque excessif lyrisme. Finalement, me dis-je, je crois que l'électricité a agi sur la poésie et l'art,
plutôt négativement. Je veux dire qu'elle a contribué à faire préférer la clarté à la pénombre. Peut-être les couleurs pures aux couleurs nuancées, peut-être la rapidité aux lentes manières, et peut-être un certain cynisme à l'effusion.